Continuons cette formation d'initiation au diagnostic de performance énergétique et voyons rapidement comment on peut déterminer les éléments de construction à isoler pour limiter au maximum les déperditions de chaleur dans une maison. Alors pour commencer, on va identifier les différentes sources de déperdition thermique auxquelles sont soumis tous les immeubles dès lors qu'ils sont chauffés. Alors pour être concret, prenons l'exemple de cette maison d'habitation. Alors imaginons qu'elle soit chauffée, donc on est là, il y a toute la famille, on est posé, on regarde l'amour est dans le pré, on est bien. Peut-être si vous êtes drôle, je vais devenir accro. Mais ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est que la chaleur s'échappe de notre maison, inexorablement, puisqu'elle n'est pas parfaitement étanche. Et vous savez par où elle s'échappe? Par les fenêtres? Par les murs? Autre part encore? Eh bien, voyons ça sur notre maquette. Peut-être que vous n'y pensez pas immédiatement, mais la première cause de déperdition de chaleur dans une maison, c'est la toiture. Environ 30% des déperditions thermiques sont dues à cette fameuse toiture. Ensuite, ce sont les murs qui sont en grande partie responsables des déperditions, avec environ 20% d'entre elles qui leur sont dues. Juste après, ce sont les systèmes de renouvellement d'air et les différentes fuites, qui représentent aussi pas loin de 20% des déperditions de chaleur de la maison. Il peut s'agir des ventilations, des aérations ou encore des cheminées. Viennent ensuite les fenêtres, avec environ 15% des déperditions de chaleur. On pense souvent qu'elles sont en grande partie responsables du phénomène, mais pas tant que ça en fait. Si la maison est sur un sous-sol, un vide technique ou un vide sanitaire, environ 10% des déperditions passent également par le sol. Et pour 5% des déperditions environ, ce sont les ponts thermiques qui sont les responsables. Alors les ponts thermiques, ce sont les endroits où il y a une rupture dans le gros œuvre qui permet à l'air chaud de s'échapper, comme la jonction entre un mur de façade et un plancher. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir cibler les mesures à prendre pour réduire toutes ces déperditions. Donc, dès que ce sera possible, on va prioriser l'isolation de la toiture ou du plafond du niveau chauffé qui est le plus haut. Ensuite, on envisagera d'isoler les murs. Pour les renouvellements d'air, on remplacera nos grilles d'aération ou nos vieilles VMC par des systèmes plus performants. Et pour la cheminée, on optera par exemple pour un insert à foyer fermé. Après ça, on pensera à faire remplacer les fenêtres, en optant pour du double vitrage, voire du triple vitrage. On pourrait ensuite isoler le sol, par exemple en sous-face du plancher sur vide sanitaire. Enfin, pour lutter contre les ponts thermiques, on peut envisager que l'isolation des murs se fasse par l'extérieur plutôt que par l'intérieur pour couvrir les jonctions dont on a parlé tout à l'heure. Mais ça, c'est pas toujours possible. D'ailleurs, il est rarement possible de procéder à tous ces travaux à la fois, pour des raisons de faisabilité technique et parce qu'il y a de nombreux autres facteurs à prendre en compte. En tout cas, notre maison à nous, elle est parfaitement isolée maintenant, et donc elle conservera sa chaleur beaucoup plus longtemps. Il sera donc moins nécessaire de la chauffer, on économisera ainsi de l'énergie et on émettra moins de gaz à effet de serre. Donc voilà, notre maquette a fait son temps, on n'en a plus besoin, c'est bon, tac. La famille, oui, elle avait été évacuée bien avant l'explosion, hein. Bien sûr, oui. Dans le module suivant, nous verrons quel est le rôle joué par le diagnostic de performance énergétique au milieu de tout ça, et en quoi il peut faciliter les décisions d'un propriétaire en termes de travaux à faire réaliser dans son bien. On avait vraiment évacué la famille tout à l'heure, ouais. Hein. Qui devait faire ça là? Ah, c'était moi. Ouais, d'accord. Oui, je l'ai fait, c'est bon.